Vous écoutez Duo de Plume. Bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Cyril et j'ai Catherine qui est pliée de rire avec moi. Oui, c'est ça. Et je suis Catherine. Magnifique. Donc, tu rigoles. Bienvenue Catherine. C'est le début de journée des enregistrements pour nous, donc ça explique un peu l'ambiance festive. On est tout perturbé, mais on va se déperturber et être professionnel comme d'habitude. Mais surtout qu'on a un sujet hyper sérieux. Oui, ça doit être pour ça, c'est la réaction nerveuse. Ça me permet d'amener une question. Est-ce que tu as déjà eu un refus de manuscrit que tu aurais présenté à une maison d'édition, par exemple ? Alors, qui n'a pas eu de refus de manuscrit à présenter à une Donc maison la réponse d'édition, est oui. Voilà. Parce que oui, c'est le bien sujet de notre sûr. jour. C'est comment on peut dealer avec les refus, les rejets, comment ça se passe, est-ce que c'est normal, ce genre de choses. Donc on va essayer un peu de dépatouiller avec notre maigre expérience. Enfin, moi j'ai plus de refus que toi, je suis sûr. Oui, alors non, j'allais dire de toute façon notre maigre expérience, oui et non, parce que je pense que dans les expériences des auteurs, l'expérience la mieux partagée, c'est le refus. celle-là. C'est celle-là, je pense que... Bon, peut-être déjà on définit les choses, qu'est-ce qu'on entend par un refus ? Quand les gens disent non. Non mais moi je vais t'aider. Non mais je sens qu'il va être brillant cet épisode. Alors voilà, le refus. Le refus de manuscrit, donc tu prépares ton manuscrit le mieux que tu peux, tu écris, etc. Quand tu es au bout de ta vie d'avoir fait les corrections et que tu as le meilleur texte que tu peux produire, normalement c'est comme ça, tu soumets pas un truc qui n'est pas prêt. Alors normalement c'est pas très recommandé en tout cas. Tu envoies à une maison d'édition. Après avoir fait ton étude de marché, n'est-ce pas ? C'est une des choses qu'on va discuter effectivement. Et au bout d'un temps non défini, peut-être que tu reçois une missive, un email ou un courrier quand tu as de la chance qui te dit malheureusement on ne va pas prendre votre manuscrit dans notre maison, bon courage pour la suite. Votre texte est très bon mais ne s'inscrit pas dans la ligne éditoriale de la maison. Ou carrément pas de réponse. Ou pas de réponse. D'ailleurs, ils le prévoient quelquefois dans certaines maisons d'édition. Ils te disent si vous n'avez pas de réponse au bout de 3 mois ou 6 mois, considérez que c'est un non. Ouais. Ce qui est quand même un peu blessant. Mais on peut les comprendre aussi parce que c'est vrai que je sais pas si tu as regardé, j'avoue, j'ai pas regardé avant de préparer l'épisode, mais combien de manuscrits en moyenne étaient reçus par les maisons d'édition Alors ça dépend des grosses maisons. Mais les grosses maisons, je crois que c'est 600 textes à l'année ou quelque chose comme ça. Mais je crois que c'est plus. Tu penses que c'est plus. En tout cas, c'est humainement difficile, quoi. C'est de traiter tout ça. Si on se met à leur place, ils n'ont pas des milliers de lecteurs, de comités de lecture et ce genre de choses. Donc, on comprend que mécaniquement, c'est difficile de lire tous les textes qui arrivent. Donc, quelque part, le trajet d'un manuscrit, quand il arrive par la poste ou il sort du bois, la maison le reçoit. Est-ce que toutes les maisons lisent les textes en entier ? Moi, j'ai la conviction que non. Je pense qu'il y a un premier tri qui est fait sur les premiers passages et le synopsis et la présentation de l'auteur, j'imagine. Alors moi, j'avais une petite expérience là-dessus parce que j'ai brièvement fait partie du comité éditorial des éditions Okama. Et j'avais donc... Comme ce sont des éditions qui sont petites, donc il n'y a pas une personne qui est salariée pour lire les manuscrits, donc tout le monde fait un petit peu tout, quoi. Ouais. Et on faisait des séances, et je me souviens particulièrement d'une séance qu'on avait faite avec l'éditrice de lecture comité de lecture à deux pour un petit peu débroussailler tous les manuscrits reçus. Et alors, l'éditrice, évidemment, avait beaucoup plus d'expérience que moi dans le domaine. Et on avait peut-être 20 ou 30 textes dans la journée qu'on voulait, sur lesquels on voulait faire en tout cas un premier tri. Et on avait un rendement qui était absolument différent, c'est-à-dire que elle lisait les premières pages, elle parcourait, elle lisait le synopsis et la lettre de l'auteur. Alors, on va faire peur aux auteurs qui nous écoutent, mais en 5 minutes, elle savait déjà dire soit je m'arrête là, soit je vais un peu plus loin, mais très souvent, c'était je m'arrête là. Alors, on va faire peur, non.
heureusement, c'est des professionnels. Je veux dire, toi et moi, Oui, on est aussi alors, professionnels de la santé. Tu rentres dans un box, tu as déjà une idée juste c'est en regardant exactement le ça. patient dans les 30 secondes. Celui-là, ça va pas le faire. Ou bon, c'est pas trop grave et j'ai le temps de m'en occuper. C'est exactement ça. Donc c'est Alors, le même. oui, oui, mais comment dire, je m'exprime mal. Quand je dis on va faire peur, c'est pas que c'est pas la norme. C'est-à-dire que je pense qu'elle avait complètement raison. Et la meilleure preuve, c'est que, évidemment, on faisait les mêmes textes, toutes les deux. Donc elle passait 5 minutes en disant ouais, non, ben ça, c'est pas bon, on prend pas. Et moi, le même texte. Alors, j'avais ma première impression qui était la même qu'elle. C'est-à-dire que tu vois assez rapidement, c'est-à-dire tu lis le début, c'est un peu pas terrible, quoi. Mhm. Le synopsis, quelquefois, ben, euh, donc le synopsis, c'est la présentation du roman par l'auteur. Tu sais que ça va pas jouer parce que déjà le synopsis il est confus ou il n'est pas dans la ligne ou que sais-je. Mais j'avais tellement peur de commettre une erreur et de trop vite éliminer le texte que j'y passais 25 minutes à lire, à me dire bon bah alors voilà j'ai lu le prologue, bon effectivement c'est pas terrible, je vais lire un petit peu plus loin, je lisais un petit peu plus loin, puis voilà j'avais vraiment du mal à rejeter, et puis peut-être parce que je suis auteur aussi. Ça Euh, doit jouer un petit peu, oui. voilà, mais je pense que ça joue un petit peu et tu penses à ce pauvre auteur qui a tout mis dans son texte et qui espère tellement. Mais à la fin de la journée, on avait toutes les deux les mêmes conclusions. Moi, j'y avais passé Tu as juste plus mis de plus de temps. temps, oui. Voilà, j'ai mis plus de temps. Donc, pour rejoindre ce que tu disais, je partage ton point de vue. C'est-à-dire que je pense que de toute façon, les éditeurs, même si, ou les gens du comité de la lecture, même si c'est leur métier de lire et que j'imagine qu'ils lisent vite, ils ne peuvent pas humainement, comme tu disais tout à l'heure, lire tous les textes qui arrivent et ils n'en ont pas besoin. Mm. Ils n'en ont pas besoin pour juger si un texte est publiable ou pas, à mon avis. Enfin, moi, j'ai une image étape par étape. Donc, si tu passes cette première étape, après, ton texte est lu. Bien évidemment. Et tu as un comité de lecture, etc. C'est un Et là premier encore, tri. il peut être arrêté Oui, pour diverses raisons. Peut-être que ce premier tri voyait un texte prometteur et qu'on est déçu à la lecture du texte complet, par exemple, oui, ou qu'il y a des grosses fautes de structure narrative ou bien ça part dans tous les autres. Enfin, il y a plein de raisons qui pourraient faire que ça fait un rejet par la bien suite, quoi. sûr. Donc, et puis si tu passes ce comité de lecture, après, je pense, ça dépend des maisons, mais tu vas avoir éventuellement l'éditeur Oui, lui-même qui va lire le texte oui, pour dire, ok, moi, je me sens de passer X temps avec cet auteur et puis et de porter ce texte avec lui ou pas. Donc finalement, il y a plusieurs étapes où on peut être rejeté. il y a plusieurs étapes où on peut être rejeté. Enfin, quand je dis Et on peut être rejeté, alors là aussi, il faut clarifier un peu les choses, c'est que le texte peut être rejeté. Quand on ouais, a un refus, c'est on vrai. va débunker les trucs basiques, mais quand on a un refus, c'est pas l'auteur, c'est pas la personne qui est rejetée, c'est le texte. Et c'est une histoire de rencontre entre ce texte et la maison d'édition, ou ce texte et l'éditeur ou l'éditrice. Donc, Oui. Alors, quand on a un sachant refus, que si on veut être complètement transparent, quelquefois, il peut quand même y avoir, il regarde quand même aussi l'auteur. alors il faut que Selon tu comment est t'expliques. ben, quelquefois, il Moi, peut par y exemple, je suis avoir. grand, Non, mâle, comment hétéro, dans le dans 50 non mais toi tu es parfait. Ouais. Moi aussi, hein, la preuve on a été édité. Non, je pense il peut aussi y avoir, mais ça peut être ultérieurement. S'il y a une mauvaise entente entre l'équipe éditoriale et l'auteur, ou si on voit que l'auteur va avoir ce qui peut jouer en la défaveur d'un oui, c'est si l'auteur n'est pas prêt à modifier son texte, par exemple. Mais là, tu Des choses discutes comme de ça. choses où on a déjà une relation Oui, oui, oui. Alors, auteur-éditeur. oui, oui, mais Alors que, c'était pour nuancer. Tu as ouais, raison, mais c'était parce que je rebondissais sur le fait que tu dises c'est jamais, c'est toujours un texte, et puis a la priori, personnalité de l'auteur rentre pas en ligne de compte. ok. Mais tu as raison, elle rentre plus tard. Mais je pense Donc si je qu'elle clarifie rentre. mon propos, Ouais. c'était de dire un refus, c'est le refus du texte Voilà, et c'est pas pas de qu'on dit l'auteur. t'es nul et tu vaux Voilà. rien. Ça, c'est vrai. Ça, je suis Et complètement par d'accord. extension, c'est pas parce qu'on a été refusé 30 fois pour certains textes, ou 30 fois dans certaines maisons d'édition, et qu'on sera toujours refusé, et parfois à la 31e maison, ça fonctionne. Le meilleur exemple qu'on a, qui est très connu, c'est celui
J.K. Rowling. Bien sûr. Mais il y en a d'autres. Tolkien, il a été refusé je ne sais pas combien de fois aussi. Lovecraft, il y a des grands classiques comme ça qui ont été refusés plein de fois. Et puis au bout d'un moment, tu rencontres une maison ou un éditeur avec qui ça va marcher. Et puis, où tu rencontres même ton public en direct, parce qu'il y a aussi, alors il n'y a pas de noms qui me viennent là maintenant, mais il y a aussi des auteurs qui ont été refusés par X maisons d'édition et puis qui se sont dit, bon, vous comprenez pas mon talent, je le fais en auto-édition, et en auto-édition, ça a cartonné, parce que il y a aussi la sanction, entre guillemets, ou le choix des lecteurs qui est quand même l'essentiel. Et ensuite, il y a des maisons d'édition qui se sont dit finalement, il était bien votre texte, on veut bien que vous veniez. Ça arrive aussi. C'est plus rare, mais ça arrive. Ah, ça arrive. Ouais. Mais là, quelque part, on n'est plus dans notre épisode, on n'est plus dans le refus, parce que... Oui, non, on dit quand même totalement comme d'habitude. Mais... Alors, il n'y a pas le refus des lecteurs, si c'est ça que tu veux dire, puisqu'il y a un certain succès du fait que le livre est lu. Là, on est déjà... En fait, je pense que je veux amener déjà... parce qu'on part un peu dans tous les sens comme d'habitude, mais c'est notre façon de faire. Je veux amener l'idée que le fait... Enfin, je prolonge ce que tu disais. Le fait d'avoir un refus, ça ne veut pas dire que les lecteurs n'aimeront pas aussi. Mais on doit passer... Si on veut être édité en maison d'édition traditionnelle, il nous faut passer par la sanction et l'approbation du comité de lecture et du comité éditorial, qui n'a peut-être pas la même vision que le lecteur par la suite. Donc c'est d'autant plus frustrant. Mmh. Donc, pour faire une synthèse de cette première partie, en fait, le refus d'un manuscrit, dans la vie d'un manuscrit, dans la vie d'un écrivain ou d'une écrivaine, ça fait partie de la normalité. Exactement. C'est pas quelque chose à redouter parce que c'est normal qu'il y ait des refus sur certains textes. C'est normal que certaines maisons nous refusent. Donc c'est la première chose. Après, il y a ce qu'on peut explorer éventuellement, c'est les raisons un peu plus en détail, les raisons pour lesquelles un texte pourrait refuser. Et les premières qui me viennent, ça serait d'adresser ton texte à la mauvaise maison ou à la mauvaise collection. Voilà, ça paraît évident à tout le monde. Si j'adresse un texte de science-fiction à une maison qui ne produit que des policiers et des récits de vie, ça ne va pas coller et on va avoir un refus. Enfin, plus probablement, on n'aura même pas de réponse. Ça semble évident, mais ça ne l'est pas. Et je te confirme, moi, ma maigre expérience, encore une fois, aux éditions Okama, qui sont des éditions qui sont spécialisées en fantasy et en fantastique. Et on avait quand même une proportion non négligeable de textes. On a eu de l'érotique, on a eu du thriller, on a eu du jeunesse. Enfin, où tu te dis, mais gars, t'as pas pris même le temps d'aller sur le site, de regarder un petit peu la ligne, de regarder ce qu'on ne saurait te conseiller, c'est-à-dire que quand en tant qu'auteur, on en est au choix des maisons d'édition à qui on va adresser notre manuscrit, il faut quand même, je le disais tout à l'heure, faire une petite étude de marché. C'est-à-dire ça que tu appelais l'étude de marché. C'est ça que j'appelais l'étude de marché, c'est-à-dire le plus simple, c'est d'aller dans une librairie, de regarder, d'aller au rayon, si vous avez écrit un thriller, vous allez vers le rayon thriller, et de la même manière en fonction de votre genre, et puis de regarder quelles sont les maisons d'édition qui publient ce genre-là. Parce que c'est évident que si c'est pas dans la ligne, c'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale d'une maison. Alors il y a aussi des maisons qui sont généralistes, c'est-à-dire qui publient de tout, mais une maison spécialisée, les plus petites maisons, c'est plus facile peut-être d'être édité quand on débute par une petite maison que par une grosse maison, et elles sont généralement spécialisées. Donc il faut vraiment bien étudier les choses pour que l'envoi, ce soit pas un envoi pour rien. Ça sert à rien d'envoyer tout azimut en se disant il y a bien un poisson qui va mordre. Non, il mordra pas s'il n'est pas intéressé par l'asticot. Ouais, ça y est, je fais des métaphores qui sont... Non, moi j'avais la technique du plat de spaghettis que tu jettes au mur et tu regardes ce qui colle. Voilà, qu'est-ce qu'il est bien ce podcast. On est inventif. Littérature culinaire bientôt. C'est ça. Donc oui, finalement, la sélection des maisons passe par
des méthodes simples comme celles que tu as décrites ou d'aller sur leur site internet. En général, il y a toujours une petite page, un petit coin de leur site qui est dédié aux auteurs qui voudraient soumettre un manuscrit. Et avec ça, tu as enfin, ils te conseillent souvent de parcourir le catalogue et de voir si Bien sûr. ton texte, parce qu'après tout, c'est toi qui connais le mieux ton texte, Mhm. pourrait rentrer dans l'une ou l'autre de leur collection. Et auquel cas, d'accord, là, tu peux faire ta soumission. Voilà, et puis pendant qu'on y est dans le chapitre petits conseils qui sont faciles à mettre en œuvre et qui sont déterminants, quand on est dans cette fameuse section du site internet ou sur les conseils pratiques, assez souvent les maisons d'édition disent, enfin, elles donnent des directives sur la forme. Sur La façon de soumettre le manuscrit, voilà, tu veux dire, comment oui. est-ce que, bon, alors bien entendu, soit par mail, bon, c'est de plus en plus souvent par mail, soit par courrier, avec une police Times ou je sais pas quoi, avec 14 de taille de police, avec l'interlignage, avec ci, avec ça. Ils ont tous, bon, souvent on retrouve un petit peu les mêmes contraintes, il faut les respecter. Parce que sinon, si déjà le texte il arrive dans une police qui ne leur convient pas et qu'il n'est pas sous la forme qui leur convient, c'est à peu près garanti qu'ils ne le liront pas. Donc il ne faut pas faire original, il faut essayer de... Il y a des consignes, on les respecte. Mais je pense que c'est important de le préciser. J'aime bien ton regard, Non, mais ton regard neutre. Bon, tu ne crois pas? Si. Bon. Mais j'avais une question, donc j'attends que tu aies pardon, que tu aies fini de parler. T'attends que j'ai fini de parler, mon pauvre. Voilà, mais interromps-moi si tu me connais. Non, la question que je me pose, c'est pourquoi c'est important pour eux d'avoir du Times New Roman, Police 12, Interligne 2, etc. Alors, aucune idée, mais tu as des lois comme ça, elles sont là pour... Quelque part, je me dis que justement, ça permet de garder une neutralité d'un texte à l'autre. C'est-à-dire que tous les textes se ressemblent, alors, sous la forme graphique, on va dire, à l'œil. Et donc, tu t'intéresses vraiment que au contenu de l'histoire et pas voilà. C'est possible. Personnellement, il y a des polices de caractère qui me font mal aux yeux et je ne lis pas un texte qui est dans cette police. Alors avec le numérique, c'est facile, tu convertis puis voilà, c'est réglé. Mais quand tu reçois un texte, ils n'ont pas le temps à perdre à convertir tout leur manuscrit. Oui, surtout généralement c'est du PDF ou des choses comme ça. Donc bon, puis de toute façon, effectivement, si déjà, mais donc, je pense qu'en même temps, il y a une espèce de présélection psychologique aussi, où tu te dis, si déjà l'auteur, il n'est pas foutu de respecter qu'on lui a dit un Times en 14 et qu'il t'envoie du comique en 12, sans interligne, oui, mais moi, je ça fais va de être l'art, compliqué. madame. Quoi. Ouais, non, mais très bien, mais va le faire ailleurs, mon garçon. Bon. Donc, je respecter les consignes des maisons quand elles sont disponibles. Quand elles ne sont pas disponibles, il faut être le plus neutre possible. Oui. Regardez ce que tout le monde fait. Et en gros, ce que tout le monde fait, c'est du Times New Roman avec des marges adéquates pour qu'ils puissent écrire un peu à droite à gauche et en général 1,5 ou 2 d'interligne. Et vous serez bien. Du recto simple. Et du recto simple. C'est vrai que ça fait des grosses liasses, mais bon, c'est ce qui est demandé. Mais c'est de moins en moins. Si c'est un texte numérique, eh bien, faites ça, faites basique. L'idée étant de simplifier le travail du tri pour pas se démarquer négativement, quoi. Et soigner, alors j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec une auteure qui s'apprêtait justement à proposer son texte à une maison d'édition dans laquelle je suis éditée, donc elle est venue me demander un petit peu conseil. Et elle m'a envoyé, je lui ai demandé de m'envoyer le dossier qu'elle pensait soumettre pour regarder puis pouvoir la conseiller de manière pratique. Et j'ai remarqué qu'elle avait beaucoup développé sa biographie. Alors, ce qui est toujours intéressant quand même de mettre quelques mots sur la biographie, bien évidemment, parce qu'on veut quand même savoir à qui on a affaire. En revanche, je pense que, en l'occurrence, cette fille, elle n'avait jamais publié, donc elle n'avait rien en biblio, voilà, donc elle avait une biographie qui était vraiment dense, et le synopsis, c'est-à-dire le résumé de son bouquin, qui est, attention, hein, c'est un résumé qui va de A jusqu'à Z. Il ne faut pas faire un résumé comme on fait sur les 4e de couverture pour un éditeur, en laissant planer un suspense. Je veux dire, qui a tué ? Et puis, il faut lui donner la réponse, parce que sinon, c'est quand même là-dessus qu'il se fonde. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui est hyper important, c'est le synopsis. Donc, alors,
pour être clair, c'est pas elle Oui, qui a par fait exemple, ça. clarifie, je Ah oui. me perds Non, mais parce que moi-même tu parles dans... d'un cas particulier Oui, et mais après c'est tu quelque chose qu'on définis ce voit que c'est assez qu'un souvent. synopsis. Et Ouais, ouais. donc voilà, pour être Mais clair, elle a... les maisons d'édition ont besoin d'un synopsis, et un synopsis, c'est on cache rien à l'éditeur. C'est tout ce qui se passe dans le bouquin de manière très synthétique, mais Voilà. tout ce qui se passe dans le bouquin, les éléments clés, jusqu'à la solution, jusqu'au climax s'il y en a un, jusqu'à qui Voilà, a tous tué, les etc. rebondissements, tous les Voilà. fausses pistes. Et Parce que c'est l'éditeur, il ça va qui regarder intéresse. ça beaucoup plus que la Le bio. texte lui-même. Surtout si la bio, on est en début de carrière, on n'a pas grand-chose à dire. On se présente, on dit, ben voilà, je fais ça dans la vie, j'habite à tel endroit, machin, ça suffit. L'éditeur n'a pas beaucoup de temps. Donc, il vaut mieux qu'il passe du temps sur le résumé du bouquin et que ce soit un résumé détaillé qui lui mette l'eau à la bouche, mais tout en lui dévoilant les surprises et les rebondissements, parce que c'est ça qui va faire, qui va se dire waouh, ça c'est bien réussi. Et c'est très souvent pas fait ou mal fait dans les dossiers de soumission de l'auteur. Et c'est dommage parce que je pense que c'est vraiment une étape, si elle est mal faite, le texte il va partir à la trappe alors qu'il était peut-être très bon. Dans ton expérience, toutes les maisons demandent un synopsis? Oui, je dirais. En tout cas, la majorité, il y a même selon les maisons d'édition, un synopsis, et puis après, quelquefois, ils veulent juste le synopsis. Ils veulent même pas. Ils veulent le synopsis et le premier chapitre. Ils veulent même pas tout le texte. Ah, c'est pas si rare que ça. Ça se fait de plus en plus parce que justement, ça leur permet de juger, d'avoir une idée assez rapide. Parce que là, pour le coup, on peut être à peu près sûr qu'ils vont lire tout le premier chapitre. Ils vont lire le synopsis. S'ils sont intéressés, ils demandent l'ensemble du manuscrit. Et j'en ai vu pas mal dans les appels à texte des éditeurs qui font ça. Et je trouve que c'est assez intéressant comme manière de faire. Parce que finalement, ce qui t'intéresse, c'est de savoir si le bouquin il se tient dans son intrigue. Après, ce qui t'intéresse aussi, bien entendu, c'est d'avoir une vision assez rapide de ce qu'est la plume de l'auteur. Mais sur un chapitre, ça te suffit. Voilà, c'est à toi. Non, je bois tes paroles et du coup je réfléchis. Oui, je comprends bien. Je réfléchis parce que, en général, c'est quelque chose qui est assez détesté des auteurs, le synopsis. C'est très difficile. Parce que c'est ouais. une pratique, c'est un exercice difficile parce qu'on ne sait pas comment trier, j'imagine, et c'est un exercice où on a l'impression que ça. Enfin, quand je l'ai fait une fois ou deux, j'ai eu l'impression que ça dévalorisait mon texte parce que il n'y a pas tout ce que tu mets qui est joli dans une phrase. Enfin, tu vois, c'est très Évidemment. mécanique. Mais c'est pas le but. Je le comprends intellectuellement. Mais tu as l'impression qu'en voyant que ça, tu te dis, mais il y a un super synopsis, mais je sais pas comment il écrit. Alors, tu vas me dire, c'est là qu'est l'intérêt d'avoir le premier chapitre ou les premiers chapitres. Mais de toute façon, il y aura les deux. Hein. L'éditeur, il va commencer dit, par le synopsis. Il va sans doute commencer par le synopsis. Alors après, chacun a ses habitudes et chacun fait à sa manière. Ce que je dis là, c'est peut-être pas le gravé dans le marbre non plus. Mais rien de ce qu'on dit n'est gravé dans le marbre. Non, absolument. Qu'on soit clair, peut-être on parle du haut de notre petite expérience. Qui vont juste crocher sur la biographie de l'auteur. Voilà, mais de manière générale, c'est quand même à peu près comme ça que ça se passe. En tout cas, le synopsis, il est vraiment fondamental. Il faut le soigner. Il faut le soigner parce que c'est ça qui représente le bouquin lu en un éclair. Alors bien sûr, ça appauvrit finalement toute la qualité de ton texte, mais il faut encore une fois garder à l'esprit que l'éditeur, il n'a pas juste un texte à voir dans sa matinée, il en a 40. Donc, qu'est-ce que tu fais pour le séduire ? Tu sais, c'est le même raisonnement marketing qu'on a quand on est notamment un auteur indépendant, quand on décide sa couverture, quel type de couverture on fait. Après, tu retrouves ta couverture de livre parmi des dizaines et des dizaines et des dizaines de couvertures sur la page Amazon. Et le lecteur, pour choisir sa prochaine lecture, il va passer, je ne sais plus combien c'est, mais 2 secondes par couverture ou à peine. Donc il faut le séduire le plus vite possible en lui donnant des choses qui soient claires, qui soient carrées, qui lui mettent l'eau à la bouche, mais qui soient très
voilà, bien formulé et qu'on ne se perde pas, comme tu disais, oui, la phrase qui est jolie, etc., mais ce sera pour l'étape 2. Et si tu veux accéder à cette étape 2, il faut qu'il y ait d'abord l'étape 1 où tu as attiré son attention. Ça, c'est par le synopsis. Ok, donc resynthèse. Ouais. Sur les motifs de refus en tout cas. Mauvaise ligne éditoriale. J'ai pas envoyé mon texte. Enfin, le texte que j'ai envoyé ne correspond pas à la ligne éditoriale de la maison. J'ai pas respecté est-ce que c'est possible, la forme, mauvais synopsis, que ça soit un motif de refus? C'est-à-dire que tu as une bonne histoire, tu as un bon texte, mais ton synopsis, pardon, tu ne sais pas l'écrire et du coup il est un peu pourri. Et là, on est dans une zone grise. Je pense que ça va dépendre un peu du temps que l'éditeur a, mais c'est possible que sur un très mauvais synopsis qui reflète pas vraiment le texte, eh bien, il y a un refus, à mon sens. C'est toujours le même problème. C'est-à-dire que je pense qu'une petite maison d'édition qui se lance et qui a 3 manuscrits reçus par semaine, elle va peut-être prendre plus le temps de creuser que Albin Michel qui reçoit 50, je crois que c'est 50 manuscrits, mais par jour. Et ils ont, je sais pas si tu as déjà tenté Albin Michel, mais Non. moi je me souviens, j'avais tenté. T'envoies, alors à l'époque c'était par courrier postal, donc t'envoies ton manuscrit et tu reçois par mail, il t'envoie un message automatisé en disant nous avons bien reçu votre manuscrit. T'as même pas le titre du manuscrit, t'as un numéro. Tellement ils ont automatisé le truc. Et après, avec ton numéro, tu sais, c'est comme quand tu t'envoies un truc par la poste et pour suivre ton colis. Bah, tu peux suivre ton manuscrit. Ah, au moins, tu as un suivi. Alors, tu as un suivi, mais c'est vraiment mécanisé à l'extrême et ça te laisse supposer à quel point il croule sous les manuscrits. C'est ça, c'est une question d'échelle. Donc, le truc, c'est que, enfin, je pense, malheureusement, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que à tout moment, ils sont tellement submergés que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ben, ils vont pas chercher plus loin. Donc si ton synopsis ne convient pas, si tu t'es planté dans ta police de caractère, ben, c'est fini pour toi, et tant pis. Mais c'est horrible, hein, mais bon, c'est la dure réalité du truc. Et puis, c'est super dommage de se faire recaler pour ces raisons-là, quoi. Donc, il faut vraiment soigner le truc. Parce que le problème, c'est qu'on l'a tous vécu, surtout quand on débute, on est super fier de son texte, on est excité, et on a envie de l'envoyer très, très vite. On a envie de tenter l'aventure, enfin, assez fréquemment. Et il ne faut pas négliger cette partie dossier de soumission, elle est fondamentale. Et envoyer son texte en se disant mais le texte est tellement bon que même si le reste, j'ai pas bien soigné mon truc, j'ai pas vraiment respecté les consignes, mais le texte est tellement génial que forcément l'éditeur va être sous le charme et m'appeler au bout de 2 jours, c'est rare. Donc méfiance. Après, il y a aussi dans les maisons d'édition ce qui peut se passer également. Il peut arriver, alors on n'est pas tellement dans un problème de mauvaise ligne éditoriale, on peut être dans la bonne ligne éditoriale, mais au moment où tu envoies ton texte, ils ont publié, moi ça m'est arrivé, ils ont publié un texte sur les mêmes thématiques juste avant. Moi, ça m'est arrivé, j'avais écrit, j'en ai parlé dans un autre épisode, j'avais écrit un roman qui se passait à l'hôpital, alors pas Vangévy, qui est un autre, et beaucoup plus une espèce de, on va dire, comédie romantique, quelque chose un peu, voilà, feel good, assez léger, etc., qui se passait à l'hôpital, et j'ai envoyé le texte à une maison d'édition, et il a passé un certain nombre d'étapes, et puis après j'ai eu du coup un retour personnalisé, mais pour dire ouais, il est super, mais on a déjà une auteure on vient de sortir un texte, voilà, d'une auteure qui aussi ça se passe à l'hôpital, enfin trop proche. Bon, c'est juste pas de bol, et de une, et de deux, oui, tu sais pourquoi, donc c'est pas décourageant. Enfin, c'est horrible. Alors, écoute, franchement, tu oui, te mais dis, c'est pas ton texte. Oui, mais tu te dis, ouais, mais c'est pas parce que j'ai écrit quelque chose qui est pas bien. C'est juste un problème de timing. Ouais, mais c'est super énervant parce qu'en gros, oui. on dit, mais ça veut dire... on l'aurait pris, mais en fait non. Bon. Ça veut dire que tu peux le soumettre à d'autres maisons qui seront peut-être intéressées. Oui, mais
Totalement. Et puis d'ailleurs, c'est ce que me suggérait, c'est ce que me suggérait l'éditrice en disant non, non, mais il est vachement bien, il faut le soumettre. Bon, ce que j'ai pas fait parce que parce que comme d'habitude, j'ai 2 millions de trucs en même temps et puis voilà. Mais ça peut arriver aussi que tu tombes pas au bon moment. Et ça, bah, c'est en revanche, oui, c'est juste une question de chance ou de malchance. D'une manière globale, c'est ce que je disais au début, finalement. L'acceptation d'un manuscrit ou son refus, c'est aussi un problème de timing. Il faut arriver au bon moment avec le texte Oui, qu'il faut, qui va rencontrer la bonne personne dans la maison d'édition, et du coup, ça réduit beaucoup les chances que ça se produise. Mais il faut avoir conscience de ça et pas culpabiliser sur un refus, non. sur des fausses raisons qui seraient mon texte est vraiment mauvais. Ça peut exister aussi. Il faut avoir une vision assez objective de son texte, mais quand même, je pense que c'est important de ne pas tout abandonner sur un refus, par exemple, à cause de ces raisons-là. Évidemment. Après, il faut aussi, à contrario, comme tu le soulignes, savoir se remettre en question. Et alors, ce qui est très difficile, c'est que quand tu as des refus, le plus souvent pour les mêmes raisons que celles qu'on a évoquées, à savoir il manque de temps, donc on a rarement des refus Feedback circonstanciés. constructif. Oui, c'est très rare de recevoir une fiche de lecture avec l'éditeur, il va juste dire c'est pas dans la ligne, bon courage, au revoir, et sur un courrier type, et rarement argumenté. Quand on a la chance de recevoir un refus argumenté, c'est vraiment très intéressant parce que là, on peut voir qu'est-ce qui a posé problème. Dans l'hypothèse où le problème vienne effectivement du texte en lui-même, ben, c'est quelque chose. Bon, alors, c'est pas parce qu'un éditeur a ce ressenti-là sur telle ou telle chose qui va dire, je sais pas, il y a trop de descriptions, ou le personnage Tartampion n'est pas crédible, ou voilà. C'est pas parce que c'est le ressenti de l'éditeur que ça va être le ressenti d'un autre éditeur ou de tout le monde. Donc, c'est le ressenti d'une personne. Donc, à prendre avec précaution et en gardant finalement l'intention que nous, en tant qu'auteurs, on voulait mettre. De même, quand on reçoit des critiques de bêta-lecteurs ou comme ça, bon, bah, après, c'est à évaluer. Mais c'est quand même intéressant, peut-être, de se remettre en question et puis de retravailler. Après un certain nombre de refus, dont certains circonstanciés, surtout si plusieurs refus circonstanciés pointent les mêmes défauts, pourquoi pas reprendre son texte, essayer de corriger les 10 défauts et d'améliorer son texte. Maintenant, est-ce qu'on a l'énergie pour ça une fois que le texte a été tout finalisé, qu'on était content, qu'on y a passé déjà des mois et des années? C'est un petit peu la question. Que c'est dur aussi. Il y a eu beaucoup de refus circonstanciés? Très rarement. Très rarement. J'ai eu. Mais en En fait, général, c'est bon signe. Si un éditeur, entre guillemets, prend le temps de te répondre pourquoi il a refusé le texte, c'est qu'il y a des bonnes choses dans le texte. Je le vois comme ça. ah oui, mais je pense, et puis c'est extrêmement agréable aussi parce que tu te dis que l'éditeur voilà, a pris le temps de faire ça. Il y a une question Exactement. aussi, c'est flatteur, je dirais. Moi, j'ai proposé, en début de carrière, j'ai proposé pas mal à des grosses maisons d'édition parce que je pense que ça aussi, on est tous tentés quand on a... enfin tous, en tout cas moi c'était mon cas. Quand j'ai fini mon premier texte, je l'ai proposé à Albin Michel, Gallimard, Grasset, enfin les grosses maisons. Mais tout simplement parce que c'était celle que je connaissais. Encore une fois, à l'époque, il y avait moins le développement du web qui permettait de connaître aussi les petites maisons. Donc pour moi, être édité, ça passait par ce type de maison. Et ce type de maison, comme on l'a dit, elles n'ont peut-être pas le temps de te faire des retours circonstanciés et détaillés. Donc ça m'est arrivé après, pour certains textes, sur des moyennes maisons, oui, d'avoir des retours. C'était souvent, je me souviens, j'en avais eu un pour La Dormeuse que j'avais proposé à une maison qui faisait... dont la ligne était assez axée sur un peu fantastique, parce que bon, La Dormeuse est
quand même, il est beaucoup question de voyage dans le temps et les héros se baladent entre deux époques, enfin, ce qui me paraissait quand même un bon argument pour juger que le texte était dans le genre fantastique. Et l'éditeur m'avait très gentiment répondu en me disant: j'ai beaucoup aimé votre texte, il est super sympa, mais c'est de la littérature blanche, je ne vais pas le publier. Et j'ai dit: ah bon, c'était son ressenti, que c'était plus un texte de littérature blanche qu'un texte fantastique, que le ressort du voyage dans le temps était trop ténu pour qu'on considère que ce soit fantastique. Ce qui peut s'entendre. Donc voilà, et c'était intéressant, parce que justement quand j'ai eu ce retour, je me suis dit: ah bon, alors est-ce que c'est de la blanche, est-ce qu'il faut que je modifie justement, est-ce que mon étude de marché elle était mauvaise, est-ce qu'il faut que je sollicite peut-être plus des maisons d'édition généralistes ou avec une ligne moins nette. Bon, l'expérience a montré qu'en fin de compte il a été publié aux éditions Okama, qui sont une maison d'édition de littérature fantastique, donc c'est que quand même il était fantastique, et ce qui prouve bien que selon l'éditeur et selon la sensibilité de la personne qui va lire le texte, elle peut avoir un ressenti différent. Donc là encore, il y a une question de chance. Tu sais, il y a ce triangle, quand on te dit c'est quoi la recette du succès, tu as la chance, le travail et puis le talent. Et puis, si tu en as un qui manque, tu peux compenser avec les deux autres. Je ne sais pas si tu vois ce dont je parle. Et voilà, mais il y a toujours un petit peu des trois, quoi. Quand tu as les trois, t'es béni, quoi. T'es Goncourt, je sais pas. Disons qu'en tout cas, le seul que tu puisses vraiment maîtriser, c'est le travail. Donc, je pense qu'on a tout à donner à travailler beaucoup. Et ça, je pense que tu ne me contrediras pas. C'est beaucoup de boulot. Et après, le talent, on n'y peut pas grand-chose. Et puis, la chance non plus. Donc, croisons les doigts. Donc là, tu es édité assez régulièrement en maison en classique. Bon, tu as aussi un parcours d'auto-édité. Mais oui. Depuis que ton nom est un peu plus connu, que tu as une carrière qui commence à fleurir joliment, est-ce que tu as toujours autant de refus? Est-ce que tu restes dans les mêmes maisons? Comment ça se passe? Moi, j'ai pas cette expérience, c'est pour ça que je te pose la question. En gros, la question, si on généralise, c'est: est-ce que parce que tu as été édité 1, 2 ou 3 fois, c'est automatique que tu vas être, ça va continuer, que tu vas être édité? J'ai une idée de la réponse, mais... Alors non, la réponse est non. Alors c'est pas parce qu'on a déjà été édité dans une maison que la maison va automatiquement prendre le texte suivant. Ça m'est arrivé. Essentiellement, c'était aux Escales avec le cas singulier de Benjamin T. J'en avais parlé dans un autre épisode, où celui-ci a été édité, et puis le texte suivant, ils n'en ont pas voulu, pour des questions de vente insuffisantes. Parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte quand on n'est plus dans la première proposition, mais dans la deuxième, le fameux tournant du deuxième roman. Donc c'est pas garanti qu'on reste dans la maison d'édition. A contrario, pour répondre à ta question plus précisément, oui, le fait d'être un petit peu plus connu maintenant, en tout cas en Suisse, avec peut-être à la fois un petit peu plus de... Je ne sais pas si on doit dire de légitimité vis-à-vis des professionnels, mais on me connaît, enfin les professionnels du livre, en tout cas suisses, effectivement me connaissent. Quand j'ai changé de maison d'édition, notamment après le prix Polar Suisse, oui, j'ai eu un accès un peu plus direct et une réponse un peu plus rapide, je pense, que si j'étais arrivée de nulle part. Mais aussi parce que c'est un réseau, donc il y a un ensemble, c'est-à-dire que aussi, comme je suis déjà dans ce milieu-là, alors on va aussi encore faire peur aux jeunes auteurs en disant il y a du copinage, et il y a du... Alors c'est pas tellement du copinage, parce qu'un éditeur, même si c'est votre copain, il vous publiera pas pour vous faire plaisir, parce que c'est avant tout, il fait du business. En revanche, on a accès à l'éditeur plus facilement. C'est-à-dire que moi, je connaissais des auteurs sur la maison que je ciblais, en l'occurrence Slatkin. Je connaissais une auteure, je connaissais plusieurs auteurs, mais dont une, que j'ai sollicité pour lui demander le contact de l'éditrice. Et puis je connaissais pas l'éditrice, mais je connaissais une auteure, et je suis passée un peu en
en direct, on va dire. J'ai directement sollicité l'éditrice. Je suis pas passée par manuscrit@slackling.com, quoi. Mais bon, après, c'est juste à accélérer un peu le process. Est-ce que parce que je suis Catherine Roland et waouh, et j'ai quand même pas cette prétention, je pense que s'ils n'avaient pas été convaincus que mon texte il était publiable, ils m'auraient pas publié. Oui, je pense qu'ils ont Ça cette semble, éthique de toute façon. Ça, c'est sûr. nécessairement. Alors c'est à la fois une éthique et puis c'est dans leur intérêt, sinon ils coulent la boîte, quoi. Je veux dire, encore une fois, c'est ce que je disais. Tu peux pas, même si tu connais l'éditeur, il te le dira très gentiment. Il te dira très gentiment que non, et il y mettra plus les formes que juste un courrier standard, on est bien d'accord, mais il ne te publiera pas s'il estime que c'est pas adéquat. Ça répond à ta question? Non, tu allais bien plus loin, mais... Attends, moi j'ai oublié la question, donc après je continue de... Voilà, c'est pour ça que je te demande. Non, mais quelque part, ça répond, mais de manière ambivalente, puisque la question c'était, est-ce que quand on est édité dans une maison, automatiquement, du coup, les suivants, c'est à moitié gagné? Et la réponse est non, mais en même temps un petit peu oui quand même, parce qu'il y a ce côté réseau qui peut être intéressant, c'est-à-dire que tu peux éventuellement accélérer le processus. En dehors de ça, non, je pense que si tu fais un mauvais texte, il ne sera pas sélectionné, point barre. Donc, alors c'est clair. Après, je pense que quand on a déjà publié il y a aussi une question de confiance. À la fois, toi, confiance en toi, de te dire, même si tu as un refus, tu te dis, discutable. OK, on m'a... Parce qu'il y a aussi la pression du second. Quand on a publié un, édité un, après tu te dis comment je vais refaire l'exploit. Ça peut être aussi paralysant qu'autre chose. Alors oui. Donc c'est très complexe comme... Oui, mais tu sais que tu as pu le faire une fois. Enfin, alors après, on disait en off avant de commencer cet épisode, psychologie de l'auteur. Psychologie de l'auteur. Et c'est tellement vrai, parce que tu peux avoir la double réaction. Soit tu vois le verre à moitié vide, soit tu vois le verre à moitié plein. Moi qui ai plutôt tendance à voir le plein, j'aurais envie de dire, tu l'as déjà fait, tu peux le refaire, jeune padawan, vas-y, fonce. Et un éditeur à l'autre bout peut avoir le même raisonnement, de se dire... Mais il y a plein de gens qui vont te dire, mais tu dis ça maintenant que tu es édité, tu vois. Ah bah par le fait. Ouais. Oui, mais là, je parle sur quand tu es déjà édité. Parce que l'épisode, c'est de discuter du... l'épisode, c'est pas cette autour du refus. Non, mais si, mais l'épisode, c'est de discuter autour du refus. Et ce que moi, j'essaie de transmettre, c'est de ne pas rester sur le refus. Oui, alors... Et là, on est en train de dire l'autre chose, c'est-à-dire que si on a été... publié, édité. En fait, on a donc déjà passé outre le refus et... Oui, mais on n'a pas... a-t-on limité cette discussion à le refus, le premier refus du jeune auteur? C'est du haut de plume, on n'a pas de limite. Non, aucune limite. Enfin, à part qu'on a un invité qui arrive après. À part le temps, on n'a aucune limite. À part le temps, on a zéro limite. Mais voilà. C'est la même limite pour tout le monde, le temps. Donc, c'est ça. Bon. Alors, Cyril, parlons bien. La seconde thématique liée à ça, c'est comment on réagit quand on a ce refus, ces refus. Parfois c'est plusieurs, parfois c'est pendant des années. Parce que c'est un peu la ligne qu'on s'était donnée aussi. Mais malheureusement, on peut parler que pour nous-mêmes. Oui. Il y a des lieux communs, mais comment tu fais pour, entre guillemets, dealer, gober, digérer un refus? Et toi, quand tu avais des refus, qu'est-ce que tu faisais? Je peux te parler de moi aussi, parce que j'ai probablement une autre façon de voir les choses ou de faire. Mais comment tu fais pour continuer et bon, au-delà de me dire, mais moi, écrire, c'est ma vie, et du coup, j'en ai rien à foutre et j'écris. Parce que ça te touche quand même. C'est un peu comme les premières critiques négatives, tu vois. C'est un peu comme le premier, une étoile sur... C'est exactement ça. Mais si t'en as rien à foutre... De toute façon, si toi, ton but, c'est d'écrire et que t'en as rien à foutre, je dirais qu'au départ, tu t'es même pas mis dans la situation d'aller envoyer ton manuscrit. Donc, si on met ça de côté... Alors, vas-y, toi, parce qu'il n'y a que moi qui parle. Alors, vas-y. Non, il n'y a pas que toi qui parle. C'est terrible, comme d'habitude. Il y a deux phases. Il y a la phase où c'est ton tout premier. Toutes tes premières fois, elles sont difficiles à digérer. Donc, je pense que tu ne peux pas dealer ça de manière facile, à part si tu as d'autres expériences dans la vie. Mm-hmm.
Et puis la deuxième phase, c'est que tu l'as déjà vécu plusieurs fois et donc tu le traites d'une autre façon, tu les traites d'une autre façon, ces refus. Je suis évidemment dans cette deuxième phase. J'ai été édité une fois, j'ai publié plusieurs romans, j'ai aussi fait de l'auto-édition et j'ai eu plein de critiques négatives comme des positives sur mes romans. Donc, quelque part, par l'expérience, tu apprends à gérer ça. Et ma façon de faire, c'est qu'au fait, au moment où je soumets des manuscrits ou un manuscrit, je suis déjà la tête dans le second où je suis en train d'écrire, enfin le suivant pour être plus précis. Et donc mon excitation et mon investissement en cycle de cerveau, il est sur le texte que je suis en train d'écrire. Donc Ouais. ça dilue un petit peu le refus d'un premier manuscrit que j'aurais envoyé. C'est ma façon de gérer les choses. Si je vois que j'en ai beaucoup, je vais retourner en général sur mon texte. Je vais peut-être justement, je vais laisser passer du temps avec la distance dans le temps, avoir un œil neuf sur ce texte et me dire oh, quelle honte, j'ai osé soumettre ça ou non, il est très ils n'ont bien. rien compris, ces éditeurs. Ouais, je suis un incompris, persévérant, ou je vais corriger des trucs ou pas. Enfin voilà, mais je vais y retourner. Mais j'essaye de pas me culpabiliser ou me blâmer enfin, faut remettre les choses un peu au Bien milieu, sûr. le clocher au milieu du village. Ce ne sont que des textes, ce ne sont que des idées, et on peut toujours les corriger, on peut toujours les améliorer. Il y a plein de choses qui sont faisables. Donc, c'est ma façon de dealer. Les premières fois, oui, j'avoue qu'il y a un côté quand même difficile. Et probablement que c'est parce que, en tout cas pour moi, j'ai mis quelque temps à comprendre que le refus d'un texte n'est pas le refus de l'auteur. Et je pense que c'est très commun. Et ça m'a beaucoup aidé de comprendre ça. Finalement, ils refusent ce que j'ai envoyé. Ils ne me connaissent pas du tout, moi. Bien sûr. Tu ne peux pas le prendre personnellement parce qu'on t'a refusé un texte. Ah non. Ou une image, ou quoi que ce soit pas. que tu aies produit. Donc c'est ça qui m'a aidé finalement à dealer ces choses-là. Bah, c'est Donc, comme dans la vraie vie, hein, tu n'es pas ce que tu fais. Mais c'est pas si évident que ça. Oui, mais c'est ce à Et on va quoi il faudrait déborder, mais tendre. par exemple, un auteur dont on découvre par après qu'il a fait des choses mauvaises, est-ce qu'on va renier toute son œuvre ou pas? C'est un autre épisode. C'est un autre tu vois, épisode. c'est très lié à ce que je veux dire. C'est-à-dire Oui. que tu peux pas le prendre pour toi. Et à partir du moment où tu acceptes ça, c'est plus facile, à mon sens, de gérer ces refus. Et c'est un refus à un instant T en plus. Hein. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé plein de fois d'avoir 3 refus à suivre d'un texte sur une maison, de le resoumettre 2 ans plus tard et qu'il est pris. Quoi. Bien Donc, sûr, mais parce que en plus, tu t'adresses plus aux mêmes personnes, le comité éditorial a changé, le code a changé. Et, donc ça, c'est ma façon. C'est vrai. Et toi? Moi, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je pense que au fil du temps, on dépassionne le débat, en fait. Je crois que plus on met... Mais ça rejoint exactement ce que tu disais. Fois, voilà, les premières fois, plus on met d'espoir et d'excitation et d'envie dans cette... Alors moi, je te coupe, je mets toujours la même envie, la même excitation et le même espoir dans chaque texte que je vais soumettre. Donc... Oui. À chaque fois que j'ai une nouvelle idée, je suis hyper excité par la preuve. J'ai du mal à terminer un texte si j'ai une idée du texte suivant au moment où... alors oui, mais c'est autre chose. Enfin, alors moi j'ai l'impression que je fonctionne de manière extrêmement séquentielle, pourrait-on dire. C'est-à-dire que bien sûr qu'il va y avoir le projet va m'enthousiasmer, etc. Mais je sais que j'ai tellement de projets en parallèle que voilà, je m'excite pas trop, on voit, j'ai un côté peut-être un peu... Donc ça rejoint ce que je faisais, quoi. Oui, voilà, c'est un petit peu presque fataliste, c'est de dire, voilà, de toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, la réponse normale, c'est non. Donc si par hasard c'est oui, c'est la fête, mais la réponse normale, c'est non. Donc évidemment que ça t'atteint parce qu'il y a une déception, mais moi, dans ces cas-là, ça me déçoit surtout par me dire... Ok, il faut tout que je recommence, il faut que je réfléchisse, que je refasse une étude de marché, que je relance les demandes, peut-être en adaptant, et ça demande de l'énergie. Mais ça, les amis, c'est business as usual. Bah oui. C'est normal. C'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est normal. Donc, je pense qu'après, en effet, ne pas le prendre pour soi et surtout pas se dire, si en tout cas c'est notre passion et que c'est vraiment ce qu'on veut faire et que ça nous remplit et que on a de la joie à le faire, il faut pas
se laisser déstabiliser par un refus, surtout pas arrêter d'écrire. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est en parallèle de ces tentatives sur ce texte A, travailler sur le texte Continuer à B. écrire. Parce que peut-être que le texte B, alors moi je sais, mais je crois que toi c'est pareil, ton premier texte édité, c'est pas ton premier texte écrit, c'est juste. Loin de là, non. Voilà, et moi non plus. Donc il faut vraiment garder à l'esprit que si on veut devenir écrivain, on écrira plusieurs livres, sans doute. Donc un refus sur un texte, bah oui, c'est rageant parce que ce texte, on l'aime bien, parce qu'on y croit, parce que nanana. Bon, bah peut-être que c'est le deuxième qui va passer, et puis qu'une fois que le deuxième sera passé, qu'il aura bien marché, en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite, bah après on pourra rediscuter du premier qui sera vu avec un autre regard parce que on a déjà son éditeur, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a déjà son éditeur. La logique c'est quand même à un moment donné d'appeler ton éditeur et de lui dire tiens je suis en train d'écrire un autre truc, je te le pitch, est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que ça t'intéresse pas, mais t'as l'accès direct à ton éditeur, c'est quand même plus simple. Ça accélère le process, c'est ce qu'on disait, même si ça ne le simplifie pas. Sauf si tu es un non connu. Et, là, c'est très différent, mais on n'est pas à discuter de ça. Non. Mais oui, j'ai cette vision-là de l'écriture au sens général du métier d'écrivain, comme de l'artisanat. Et donc, toute expérience est bonne et est nécessaire pour construire ton art, ta façon de travailler le truc. Donc ça veut dire des millions de mots et ça veut dire des dizaines et des dizaines de refus pour savoir comment les faire. Et pareil pour les synopsis, et pareil pour tout ce que tu fais en fait dans ce contexte. Donc quelque part, un refus ou des refus, ils te construisent et ils font aussi partie du jeu et de ton développement en tant qu'auteur. Donc pour acquérir, ils sont aussi importants que les acceptations, on va dire. Oui, et je pense que... J'ai presque envie de plaindre quelqu'un qui aurait premier texte soumis, accepté tout de suite, publié, et puis aller sur le second, et le jour où il a un refus, cette personne, ça va être très très difficile, parce que il va tomber encore plus haut quelque part, et ça sera difficile à gérer. Donc, il vaut presque mieux avoir des refus d'abord, et puis être pris ensuite. Je confirme, moi c'est vrai que j'ai moins souffert émotionnellement, je pense, sur le moyen terme. Après, on ne dit pas sur l'immédiateté de ton ressenti quand tu reçois le refus, mais j'ai moins souffert de mes premiers refus quand j'avais rien écrit que du fameux refus après Benjamin à dire bah non, en fait, voilà. Là. Oui, mais non. Ouais, oui, mais non, alors que tu as vraiment le truc qui s'arrête, tu sais, un peu entre guillemets en plein vol et comment tu rebondis à ce moment-là, c'est difficile, mais finalement, ça permet un peu de mettre une claque à ton ego, et puis je pense que des fois, ça fait pas de mal aussi pour remettre les pieds sur terre, et puis quel que soit notre niveau, et notre niveau dans le sens, le moment de la carrière où on en est, je pense que les opportunités de se remettre en question, elles sont toujours bienvenues. Donc voilà, si on vous dit non, c'est une bonne nouvelle. C'est la conclusion de l'épisode. Effectivement, on va conclure là-dessus en disant que le refus, c'est dans la normalité du processus global de la publication d'un livre, de la carrière d'écrivain, qu'on vous en souhaite plein de refus, parce qu'au bout d'un moment, ça va fonctionner et que sur 100 refus, vous allez avoir 1, 2, 10 textes qui vont être acceptés. Donc il faut continuer à travailler, il faut continuer à aimer ce que vous faites et ne craignez pas ces refus, ils vous construisent et ils vous permettent d'avancer dans cette carrière. Donc moi, c'est là-dessus que j'avais envie de conclure. C'est magnifique, j'ai bu tes paroles. Ouais, c'est ça. Ah ouais, si, absolument. Ouais. Mais je t'assure, non, mais c'est vrai, je n'ai rien à rajouter, c'est ça. Et puis, chers auditeurs, on vous retrouve d'ici 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à noter les podcasts, à diffuser, à conseiller les épisodes à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Et puis revenez vers nous pour effectivement nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, nous partager avec nous votre expérience éventuelle et votre vision de ces horribles refus qui, donc comme Cyril vous l'a expliqué, ne sont pas si horribles. Allez, portez-vous bien. Salut Catherine. Salut Cyril. Parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps.
texte. C'est un ruisseau, par moments il est très lent, par moments il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.